Caroline Piquet s'excuse de son absence pour les raisons que je vous évoquais hier. Je vous présente en deux mots ma collègue Caroline Piquet. Elle enseigne à Sorbonne Université. Elle a une double casquette. Elle est spécialiste à la fois d'histoire économique, mais également du monde arabe. Elle a fait sa thèse sur le canal de Suez, alors le canal de Suez au XXe siècle, et elle est l'auteur de la monographie qui fait autorité sur ce canal. Et c'est pourquoi nous lui avons demandé, dans le cadre de ce colloque, eh bien, de nous proposer une contribution sur le sujet. Alors en 1869, la France de Napoléon III est à l'honneur pour l'inauguration de l'un des plus grands chantiers du XIXe siècle, le canal de Suez. Toute l'Europe se presse en fait à cet événement qui révolutionne le transport maritime. Si le canal de Suez trouve ses origines bien avant l'arrivée au pouvoir de Napoléon III, il va s'accomplir, être réalisé, inauguré, on le disait, sous son règne, et l'empereur, vous allez le voir, va y jouer un rôle premier à plusieurs reprises. Le canal de Suez porte la marque et l'esprit d'une époque où souffle un vent de libéralisme porté par une économie en pleine expansion et où les maîtres mots sont le développement des échanges et le progrès de l'industrie. L'époque qui a vu naître les 20 000 lieues sous les mers dans l'imagination de Jules Verne et le voyage sur la Lune dans celle d'un Offenbach est la même qui va porter les réalisations du percement d'un canal entre deux mers pour relier l'Europe et l'Asie, projet nourri durant des siècles et qui va trouver donc son accomplissement sous le Second Empire grâce à l'heureuse combinaison des hommes, du capital et des techniques. Donc Caroline Piquet, vous allez le voir, nous propose un cheminement en trois temps. Et le premier temps, donc, eh bien, c'est la présentation du projet du canal entre deux mers qui traduit selon elle l'esprit d'une époque. Le canal de Suez partage en effet avec le Second Empire un double héritage, celui de Napoléon Bonaparte, mais aussi, on les a évoqués beaucoup hier, celui des Saint-Simoniens. Lorsque Napoléon III arrive au pouvoir, l'idée d'un percement entre la mer Méditerranée et la mer Rouge est en effet un projet déjà bien avancé. Napoléon Bonaparte avait, quelques décennies plus tôt, relancé un projet ancien, envisagé dès le XVIe siècle, nous dit Caroline, par la République de Venise, et je serais même tenté de dire bien au-delà, dès l'Antiquité, il y avait un projet de canal. Lors de l'expédition d'Égypte de 1798, les premières études sur la faisabilité technique du percement ont été effectuées par l'ingénieur Jacques-Marie Lepère. L'expédition d'Égypte, vous le savez, s'achève en 1801, mais le projet n'est pas enterré pour autant. En effet, dès 1846, a été fondée à Paris, donc à la fin de la monarchie de Juillet, la Société d'études sur le canal de Suez, sous l'impulsion conjointe des Saint-Simoniens et de Linan de Belfond, qui est un ingénieur français nommé en Égypte directeur du ministère des Travaux publics par le vice-roi Mehemet Ali. Les Saint-Simoniens s'intéressent au canal des deux mers de longue date. Ils ont débarqué en Égypte même en 1832, après leurs soucis avec la justice française, et se sont, dès ce moment-là, dès 1832, persuadés d'un grand destin en Orient, un Orient, selon la mythologie de l'époque, féminisé, dont l'accouplement avec l'Occident masculin symboliserait la régénération de l'humanité, très dans l'esprit du temps du 1er 19e siècle. Dès son arrivée en Égypte, le père Enfantin, qui à la mort de Saint-Simon a repris en fait l'école saint-simonienne, le père Enfantin commence sa campagne pour le canal des deux mers. Il est entouré d'ingénieurs polytechniciens, parmi lesquels le projet rencontre un écho extrêmement favorable. Beaucoup d'entre eux œuvrent alors à la modernisation des infrastructures du pays, entreprise par le vice-roi Mehemet Ali. Mais ce dernier, en revanche, refuse tout projet de percement de l'isthme, car il le perçoit comme un instrument, pas totalement tort, destiné à servir les ambitions d'un Occident conquérant. Et il va falloir toute l'habileté d'un diplomate que vous connaissez, Ferdinand de Lesseps, et que Caroline va vous représenter, pour obtenir en fait l'accord de l'Égypte. Alors, qui est Ferdinand de Lesseps ? Ferdinand de Lesseps est issu d'une famille de diplomates dont le père a été consul général en Égypte en 1804, poste qu'il va lui-même occuper en 1837. Informé des études des Saint-Simoniens, il va transmettre un mémoire sur le projet du canal au vice-roi qui a succédé à Mehemet Ali en 1848 et qui n'est autre que le petit-fils de celui-ci, Abbas Pacha.
Mais le nouveau souverain accueille avec froideur le projet, la même froideur que son grand-père. Il est méfiant envers les étrangers et envers leurs ambitions en Orient. Alors Ferdinand de Lesseps, dans un deuxième temps, va se retirer en France et ne retournera en Égypte qu'en 1854, après l'arrivée au pouvoir de son grand ami Mohamed Saïd, avec lequel il avait noué des contacts très très étroits quand il était consul en Égypte. Il parvient à convaincre ce nouveau vice-roi égyptien de l'intérêt de cette voie maritime pour son pays. Le premier firman de concession est ainsi signé en 1855. Ferdinand de Lesseps est alors chargé de créer la compagnie destinée à creuser et à exploiter le futur canal des deux mers. Il profite de ses succès pour écarter les Saint-Simoniens du projet. Ferdinand de Lesseps peut compter sur l'appui en France des milieux impériaux. En effet, je vous le rappelle, les liens de parenté existent entre Ferdinand de Lesseps et l'impératrice Eugénie, qui est sa cousine par la branche maternelle de la famille d'Eugénie. Ces liens jouent indéniablement un grand rôle dans la suite que je vais vous évoquer et dans le soutien qu'il va obtenir de Napoléon III. Alors, de Lesseps va entretenir l'empereur des avancées de son projet, en fait, très très régulièrement, on le sait, par la correspondance. Et on a même retrouvé, Caroline en fait état dans sa communication, de lettres de Ferdinand de Lesseps envoyées aux prisonniers de Ham, donc dans les années 1840. Donc vous voyez, 15 ans avant la signature du firman. En outre, au milieu des années 1850, alors que la question d'Orient est ravivée par la guerre de Crimée, la position de la France en Méditerranée est relancée. Paris entend alors sécuriser son influence économique et culturelle dans la région, confortée en 1856 par le traité de Paris, qui facilite la pénétration des capitaux français dans l'Empire ottoman. Toutefois, en ce milieu des années 1850, Napoléon III demeure extrêmement prudent vis-à-vis du projet de Lesseps, désireux qu'il est de ne pas envenimer ses relations avec son voisin anglais. On est en train de nouer, on l'a dit hier, une forme de première entente cordiale. D'une formule d'un grand pragmatisme, il va donc assurer Ferdinand de Lesseps de son soutien en cas de succès, mais en cas de succès seulement. Voilà la formule de Napoléon III. Lorsque vous serez très fort, tout le monde vous soutiendra, moi le premier. Vous voyez, pragmatisme de Napoléon III. Ce n'est qu'en 1858, lors de la création de la compagnie chargée de creuser et d'exploiter le canal, que Ferdinand de Lesseps finit par obtenir de l'empereur des gages de soutien plus tangibles. Le conseil d'administration de l'entreprise est alors placé sous le patronage de Plomplon, le prince Napoléon, le cousin germain en fait de l'empereur. C'est une façon habile de s'assurer la protection de Napoléon III sans trop froisser les Britanniques. Néanmoins, si la nouvelle compagnie porte la marque de la famille impériale, on va le voir, ce sont surtout les milieux économiques de la France impériale qui vont lui apporter le soutien le plus actif. Dès l'obtention du firman de concession en 1855, Lesseps se lance dans une grande campagne de promotion de son projet afin de récolter les fonds nécessaires. Une grande modernité ici de Ferdinand de Lesseps. En Angleterre, il va rencontrer une opposition farouche des milieux politiques et économiques. Le canal de Suez est en effet perçu comme un instrument de la puissance française. Sa réalisation s'inscrit alors dans la plus large question du contrôle de la fameuse route des Indes et de l'influence des deux puissances en Méditerranée orientale, au moment où les guerres de l'opium en Extrême-Orient, depuis 1839 et elles se prolongeront jusqu'en 1860, accélèrent l'ouverture de l'Asie au commerce européen. Alors Jean-François Klein devait intervenir dans ce colloque pour nous présenter ce sujet. Il ne le fait pas, mais Caroline en dit un petit mot. Le projet de Lesseps est en revanche accueilli en France, il faut le dire, avec un très grand enthousiasme. Les cercles économiques en relation avec l'outre-mer y voient en effet une formidable occasion d'expansion commerciale. Nous cherchons la route de l'Inde par le canal de Suez, déclare le vice-président du Conseil d'État, Forcade de la Roquette. Très tôt, la ville de Lyon va manifester son soutien au projet. Dès 1847, la Chambre de commerce de Lyon accorde une subvention à la Société d'études pour le canal de Suez, à laquelle participe déjà en 1847 le soyeux et saint-simonien lyonnais
Arlès-Dufour. Pour les soyeux de Lyon, le canal signifiait en effet l'ouverture vers l'Extrême-Orient et un accès facilité à ces soieries. Il symbolise en outre la concrétisation du système saint-simonien de mondialisation des voies de communication. Mais c'est surtout Marseille, à Marseille, du fait de sa situation portuaire sur la Méditerranée, que les milieux vont se mobiliser, tout particulièrement les armateurs. Le canal maritime y fait naître de grands espoirs de développement commercial. Un membre du Conseil général du Vaucluse imagine même que la cité phocéenne concentrera alors tout le commerce des pays de l'Est du Cap de Bonne-Espérance, devenant l'avant-port de Londres pour toute l'Europe. Le matériel du chantier doit être en outre acheminé depuis les quais de la Joliette, ce qui offre de prometteuses perspectives de travail pour les armateurs. Dès l'appel à souscription, l'ESSEPS souhaite faire participer les grandes puissances à son entreprise de manière à en affirmer le caractère international. Toutefois, c'est surtout en France que se mobilisent les investisseurs. La souscription y connaît un triomphe, le mot n'est pas trop fort. Elle est ouverte le 5 novembre 1854 et elle est close, imaginez, à la fin du même mois. C'est ainsi qu'en 1858, la part des actions françaises demeure prépondérante dans le capital de l'entreprise. 207 888 actions sur les 500 000 sont souscrites par des porteurs français, ce qui correspond à environ 52% du capital social de l'entreprise. Alors regardons les souscripteurs. Parmi ces souscripteurs français, on trouve plus de 21 000 porteurs, où se représentaient de nombreuses professions, témoignant ainsi de l'effervescence de l'ensemble de la société française pour cette aventure technique. La catégorie arrivant en tête est celle des propriétaires et des rentiers, avec 6 929 actions, 3,3% du total des actions françaises. Viennent ensuite les commerçants et les industriels, les employés, les fonctionnaires, l'armée et la marine, les artisans, les mécaniciens, la catégorie des notaires, les avocats, les avoués. Vous voyez, tout le monde a participé. L'État n'y a pas participé lui-même, mais on y trouve des noms illustres qui appartiennent à l'appareil d'État d'une façon plus ou moins rapprochée, en particulier le roi Jérôme, l'oncle de l'empereur, l'ancien roi de Westphalie, le comte de Chambord, alors là ça nous éloigne des milieux bonapartistes, des milieux impérialistes, ou encore le duc de Montpensier. Donc vous voyez, les trois familles monarchistes de la France sont réunies pour souscrire aux actions du canal de Suez. Cette configuration est très avantageuse pour Ferdinand de Lesseps. Les intérêts français sont largement représentés sans que l'État ne soit directement impliqué, ce qui dégage l'entreprise de la menace du contrôle d'un actionnaire trop puissant et de toute accusation par les Britanniques d'un canal aux mains de la puissance française. Dans ce succès auprès de la population française, la fibre patriotique a sans doute joué un grand rôle. Le ministre égyptien Nubar Pacha raconte dans ses mémoires l'anecdote qui circule à ce sujet. Un Français se serait rendu au guichet de la compagnie pour souscrire au canal de Suède et pas de Suez, et on lui répond que le canal ne se trouve pas dans ce pays, un petit peu loin d'ailleurs de la Suède. Qu'importe, dirait le futur acquéreur d'actions, c'est contre les Anglais que l'entreprise est dirigée et j'y souscris des deux mains. L'entreprise est créée le 15 décembre 1858. La société est à l'origine une affaire franco-égyptienne, 44% des actions étant détenues par l'Égypte, 52%, nous l'avons dit, par les porteurs français et 4% par divers actionnaires. D'un point de vue juridique, il s'agit d'une société égyptienne instituée selon les principes du droit commercial français en termes de société anonyme. Et si la relation de la nouvelle compagnie à la France est forte, c'est moins par l'implication du régime impérial que par la représentation de son actionnariat et la composition de son conseil d'administration qui est présidé par Ferdinand de Lesseps lui-même, sous le patronage, nous l'avons dit, du prince Jérôme Napoléon Plomplon, donc le cousin de l'empereur. Enfin, les autres grands représentants de la France du Second Empire dans cette entreprise, ce sont bien évidemment les entrepreneurs et les ingénieurs qui vont s'illustrer sur le chantier de creusement du canal à partir de 1859. Et c'est la troisième et dernière partie de Caroline. Le chantier de creusement s'étend sur une dizaine d'années, de 1859 à 1869, durant lesquelles l'isthme de Suez est célébré comme un chantier, je cite, de civilisation
à la gloire de la France et de l'Europe. L'aventure technique se part d'un vocabulaire épique, comme dans ce poème d'Henri de Bornier, primé par l'Académie française en 1862. Ô travail ouvrier que notre France envoie, tracez pour l'univers cette nouvelle voie. Vos pères, les héros, sont venus jusqu'ici. Les pères, c'est les hommes de l'expédition d'Égypte, bien évidemment, sous le directoire. Le chantier met à l'honneur les compétences techniques de la France de l'époque. Dans un premier temps, la compagnie a recours à une main-d'œuvre égyptienne dans le cadre de la corvée, les fameux fellahs, encadrés par des entrepreneurs locaux. Mais à partir de 1862, se met en place une organisation plus rationnelle, inspirée des méthodes de l'administration française. Celle-ci s'accompagne d'une accélération de la mécanisation à partir de 1864, lorsque la corvée est abandonnée. Il y a une levée de boucliers à travers le monde. Vous voyez, la Coupe du Monde au Qatar, déjà à l'époque, on s'émeuvait à travers le monde du fait qu'on faisait travailler des esclaves sur un chantier. Et donc, on y recourt beaucoup moins à partir de 1864. En 1862, François-Philippe Voisin, ingénieur des ponts et chaussées, prend en effet la tête des opérations comme directeur des travaux et se sert du modèle de cette école pour permettre en place une organisation centralisée et hiérarchisée. La compagnie bénéficie en outre de la possibilité d'engager des ingénieurs d'État à la manière des compagnies de chemin de fer, orientant son recrutement vers les ingénieurs issus des ponts et chaussées, de Polytechnique, de Centrale et des arts et métiers. Quant aux ouvriers français, que le poète Henri de Bornier célébrait, vous l'avez vu, ce sont des ouvriers qualifiés qui vont occuper des postes d'encadrement et qui auront pour charge de s'assurer que les fellahs ne seront pas totalement taillables et corvéables à merci. Il y a des comptes à rendre ici. La compagnie a aussi recours à des entrepreneurs à la notoriété établie en matière de grands travaux. Si une portion du chantier est confiée à l'anglais William Hayton, les autres travaux de terrassement sont confiés à deux entreprises françaises, les entreprises Couvreux et Borel, Lavalais et compagnie, qui se distinguent par la mise au point de machines de dragage dont la puissance phénoménale permet d'accélérer de façon significative les terrassements. Citons aussi la réalisation de la jetée de Port Saïd, confiée à une entreprise marseillaise, Dussault Frères, laquelle a recours à l'utilisation de blocs artificiels semblables à ceux employés pour les ports de Marseille et d'Alger quelques années plus tôt. L'Exposition universelle de Paris de 1867 est d'ailleurs l'occasion pour la compagnie de célébrer les innovations des entreprises françaises à l'occasion de ce chantier inédit. Jusque-là, plutôt discret dans l'aventure du canal, vous l'avez vu, Napoléon III va y jouer à partir de 1864 un rôle de premier plan. En 1861, la campagne anti-canal reprend vigoureusement en Grande-Bretagne, qui fait pression sur l'Empire ottoman pour faire cesser le chantier. Or, en 1863, avec la mort du vice-roi Mohamed Saïd, qui était très proche de Ferdinand de Lesseps, Lesseps perd un de ses soutiens principaux et il réclame avec insistance l'intervention de Napoléon III. Prudent dans les années 50, lorsque le canal n'était qu'une idée, l'empereur se montre au milieu des années 60 plus attentif à l'entreprise. Les projets de royaume arabe se sont précisés avec son premier voyage outre-Méditerranée, en Algérie, un royaume arabe qu'il entend associer à un royaume arabe syrien après son intervention dans la montagne libanaise, dans le contexte des massacres chrétiens. Il choisit de se poser en arbitre afin de sauver le projet du canal. Et l'empereur va trancher le différend entre le sultan ottoman et Lesseps par la fameuse sentence arbitrale du 6 juillet 1864. La compagnie s'engage à rendre une grande partie du domaine concédé et à abandonner le système de la corvée définitivement sur ses chantiers. Napoléon III va intervenir une seconde fois, en 1865, auprès du sultan ottoman, afin d'obtenir un firment d'autorisation des travaux de percement, ce qu'il obtient finalement en mars 1866, après 10 ans de pourparlers entre Lesseps et Constantinople. Enfin, troisième intervention, l'empereur va consentir en 1868 un nouvel emprunt sur la place de Paris, lorsque les finances de la Compagnie du Canal de Suez sont dans le rouge. 3 interventions décisives de l'empereur. L'implication de Napoléon III dans les affaires du canal, alors que sa santé chancelait et que les affaires italiennes le retenaient beaucoup, montre combien il semblait conscient de l'importance du canal de Suez pour son règne. Le percement de l'isthme égyptien s'impose alors comme un projet phare des années 1860, nous dit Caroline, soulevant l'enthousiasme de tout un pays, des petits porteurs aux grands industriels, où la presse suivait l'avancée du chantier, tel un grand roman d'aventure. Et elle conclut
de la façon suivante. Le 17 novembre, elle revient, elle boucle la boucle. Le 17 novembre 1869, l'ouverture du canal de Suez à la navigation fait l'objet d'une fastueuse cérémonie où sont invités les représentants des grandes familles régnantes européennes. Parmi le millier d'invités, la délégation française se distingue, elle est la plus nombreuse, 270 personnes, et surtout à la présence de son invité d'honneur, l'impératrice Eugénie. Alors vous le savez sans doute, Napoléon III aurait voulu se rendre sur place, mais à l'époque, il est rattrapé par la maladie de la pierre. Il est très malade à l'été ou l'automne 1869. Et il a donc délégué sur place l'impératrice Eugénie. Quelques mois plus tard, la guerre avec la Prusse va emporter le Second Empire, tandis que le canal de Suez débute son développement pour connaître un franc succès à la fin du XIXe siècle. Pourtant, son image reste étroitement liée au Second Empire. Et Caroline nous rappelle l'anecdote suivante. Elle en veut pour preuve qu'en 2015, après les travaux d'élargissement de la voie maritime, le maréchal Sissi, le chef d'État égyptien, va conduire lui-même la parade à bord d'un yacht baptisé Maroussa. Et Maroussa, c'était le nom du premier bateau à franchir le canal de Suez en 1869, avec à son bord le Khedive Ismaïl et l'impératrice Eugénie, aux côtés de Ferdinand de Lesseps et des autres souverains européens. Et elle dit, pour conclure, il faut sans doute y voir un clin d'œil appuyé à une époque où la France incarnait une certaine idée de l'audace industrielle et des grandes réalisations techniques. Merci pour Caroline.